gros plan sur un porte-flambeau de la lutte anticorruption dans les hauts bassins. Au Burkina Faso, le niveau de la corruption et de la malgouvernance demeure toujours préoccupant. Des récents rapports de Transparency International, de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, du Réseau national de lutte anticorruption, RENLAC, et de bien d'autres structures présentent des indicateurs au rouge. Organisation de la société civile pionnière dans la lutte anticorruption au Burkina Faso, le RENLAC reste toujours active depuis sa création en 1997, en œuvre pour la garantie de la bonne moralité et la transparence dans la gestion de la chose publique, ce à travers des actions de sensibilisation des populations et de défense des personnes victimes du fléau et également la veille active en vue d'amener l'État à mettre en œuvre des mesures appropriées de lutte contre la corruption. Ainsi, dans son rapport d'activité de l'année 2022, adopté au cours de l'Assemblée générale du 17 août 2023, le réseau note avoir enregistré un total de 651 plaintes et dénonciations relatives aux pratiques de corruption, à la mauvaise gouvernance et à l'accaparement des terres. En plus du siège national du réseau, ce résultat est aussi à mettre à l'actif des 5 comités régionaux anticorruption CRAC. Des dires de Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC, ces comités constituent des porte-flambeaux de la lutte anticorruption au niveau régional. Le RENLAC a pour ambition de couvrir l'ensemble du territoire national. Les membres du RENLAC et une vingtaine d'organisations couvrent effectivement l'ensemble du territoire national, mais qui ne font pas spécifiquement le travail de lutte contre la corruption. Ayant seulement une représentation et le siège centralisé à Ouaga, nous ne pouvons pas faire un travail pour couvrir toute l'étendue du territoire. Et donc, nous ne pouvons pas faire la lutte anticorruption auprès des populations cibles qui sont vraiment les bénéficiaires et les acteurs de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous sommes à 5 CRAC. Notre ambition était qu'en 2020, on devrait être à 8. Mais pour des raisons de tension de trésorerie, on n'a pas pu ouvrir les CRAC. Parce que les CRAC, c'est aussi un budget. Ces CRAC-là permettent au RENLAC de se déployer sur l'ensemble du territoire et même on leur donne mandat de créer des points focaux dans des petites localités où il n'y a pas les organisations membres bien structurées, mais ils ont des militants qui peuvent porter l'action du RENLAC. Et vous estimez qu'à travers donc les CRAC, il y a cette possibilité-là de faire reculer les pratiques de corruption? Tout à fait. Imaginez-vous un coin comme Logobou. Nous avons pu initier une procédure en justice contre le maire de Logobou qui a été condamné pour des infractions donc de corruption. Mais si on devait ici quitter chaque fois ici pour aller à Logobou pour poursuivre, ça allait être difficile. Mais avec ces CRAC-là, évidemment, et le CRAC de l'Est, il est plus facile de partir de Fada pour aller à Logobou que de partir de Ouaga. Donc c'est par l'intermédiaire donc de ces CRAC-là que le RENLAC se déploie davantage au sein des populations. Et ces populations sentent notre présence à travers ces CRAC-là. Certains même pensent que réellement, dans leur région là-bas, il y a une représentation plus spéciale que dans d'autres. Voilà pourquoi il faut vraiment admettre que les CRAC, c'est vraiment les porte-flambeaux qui mènent la lutte et qui mobilisent les populations. Et c'est souvent dans les activités des CRAC pour faire connaître le RENLAC dans les confins du Burkina que les dénonciations sont reçues par ces CRAC-là et que les plaintes sont initiées et que certains savent qu'on a un numéro vert, qu'on a une plateforme VNM de dénonciation de la lutte anticorruption. Parmi ces CRAC qui permettent au RENLAC d'engranger des résultats aussi appréciés, figure en bonne place celui des hauts bassins. En témoigne, sur les 651 plaintes et dénonciations enregistrées en 2022 par le RENLAC, le CRAC haut bassin totalise à lui seul 325, à la suite desquelles il a opéré 116 saisines auprès des autorités administratives ou des juridictions. Un dynamisme des acteurs de lutte anticorruption de la région des hauts bassins qui ne passe pas inaperçu pour Sagado Nakanabo.
Je ne pense pas que la région de Bobo est plus corrompue que les autres régions, mais c'est parce que le crack des hauts bassins, qui après avoir traversé une petite crise, s'est réveillé. Ils ont un animateur très dynamique. Ensuite, ils ont eu une politique de souplesse qui leur a permis de rentrer dans une sorte de collaboration, c'est-à-dire un travail en synergie avec les acteurs judiciaires de la région de Bobo et aussi les organisations membres du RENLAC ont su impulser un dynamisme et une autonomie d'action en dehors même du siège qui a permis à ce crack-là d'animer et de couvrir toute la région. Il y a même eu une période où nous étions en difficulté parce qu'on n'avait pas un animateur à Gawa et le crack, l'animateur de Bobo, a dû couvrir les deux régions pendant une période d'au moins 1 an et tout a bien marché. Ce crack-là, en tout cas, nous n'avons pas manqué l'occasion lors d'une de nos assemblées générales de les féliciter d'avoir passé d'une période de léthargie à une période vraiment de fonctionnement que nous allons dire au top. Et dans cette lancée, au crack, au bassin, le nombre de plaintes et dénonciations ne fait qu'augmenter chaque année selon son président Blasé Kouraogo, qui confie en avoir déjà enregistré environ 209 au premier semestre de l'année 2023. Une résultante, note-t-il, de plusieurs activités de sensibilisation menées. Il y a les conférences publiques, les émissions radio, les débats, les vidéos débats. Il y a des formations. Donc, on réalise à l'intention des populations des villes et des campagnes. Également, il y a les sollicitations de certaines organisations membres, notamment le SINATEB, la FCT, etc., le Chincha, dans les différentes localités pour sensibiliser leurs militants. Avant ça, il y a les collectivités territoriales avec les délégations spéciales là. C'est qu'au niveau de Bobo ici, quand les délégations spéciales sont arrivées, je pense que on est passé dans presque tous les arrondissements à leur sollicitation pour mener des activités de sensibilisation. Avec ça également, je pense aussi que les premières dénonciations, la manière dont on a géré ces dénonciations, la manière dont on implique ceux qui ont dénoncé, puisqu'on les rassure, et puis s'ils respectent nos consignes, généralement, ils ne sont pas inquiétés. Puis après, si la personne voit que grâce à lui, sa dénonciation, le service public s'est amélioré, et je pense que ça fait une fierté. Pour mieux rassurer toutes les personnes qui viennent faire des dénonciations, il leur est aussi expliqué les dispositifs de la loi anticorruption qui les protège. Et comment cette loi protège-t-il les dénonciateurs d'actes de corruption? Le secrétaire général du syndicat des magistrats burkinabés, Diakalia Traoré, explique. La loi anticorruption a prévu un ensemble de mesures tendant à assurer la protection des témoins, des victimes et même des experts des infractions économiques et financières dans le cadre, en tout cas, de la répression des infractions économiques et financières. Comme première mesure, il y a ce que je qualifie de la technique de la dissimulation. La technique de la dissimulation n'est rien d'autre que l'anonymat que la loi anticorruption consacre au profit d'un dénonciateur d'un acte de corruption ou infraction assimilée. Le dénonciateur ou les témoins, lorsque la circonstance est telle qu'il y a des risques de représailles contre sa vie, contre la vie des membres de sa famille ou contre ses biens. Matériellement, il va s'agir pour l'intéressé de déclarer ses identités réelles au niveau des autorités judiciaires ou policières qui ont l'obligation de ne pas divulguer ça dans les procès-verbaux d'enquête. Jusqu'au niveau du jugement, ceux qui vont juger, s'ils ont connaissance de cette identité, ils ne doivent pas la dévoiler pendant le jugement. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle la technique de la dissimulation. La technique de la dissimulation consiste pour les dénonciateurs d'un acte de corruption et infraction assimilée de donner l'adresse d'un commissariat de police, d'une brigade de gendarmerie ou une adresse professionnelle comme étant ses adresses réelles pour éviter qu'on puisse l'identifier ou pour qu'on puisse le localiser. Troisièmement, comme mesure de protection des dénonciateurs, il y a ce que la loi anticorruption appelle les circonstances atténuantes. Et là, c'est concernant même les auteurs d'actes de corruption. Et en ce moment, ils ont plusieurs casquettes. Vous avez été corrompu. Vous avez reçu de l'argent en tant qu'agent public. Et à un moment donné, vous avez compris qu'il y a
une procédure judiciaire qui a été engagée, qui va vous concerner, qui va vous épingler. Donc très vite, vous partez vous rendre au niveau des autorités d'enquête pour vous dénoncer et vous les aider aussi à identifier vos co-auteurs ou complices. Donc le fait de collaborer avec les enquêteurs, la loi dit qu'il faut obligatoirement vous accorder pendant le jugement, à l'issue du jugement, si vous êtes coupable, des circonstances atténuantes. Une autre mesure de protection, c'est ce qu'on appelle les causes absolutoires ou les excuses absolutoires. Ici, la loi dit qu'il ne faut même pas du tout condamner l'intéressé, même s'il est coupable. C'est dans quel cas? C'est l'hypothèse dans laquelle vous avez été corrompu ou vous êtes un corrupteur. Mais avant même que les faits ne soient dénoncés, vous-même, pris des remords, des regrets, vous êtes allé dénoncer vous-même aux autorités d'enquête pour dire, bon, voici ce qui est arrivé. Voici ce que nous on a fait, mais moi je regrette. Donc là, c'est avant même qu'on engage des poursuites. En un mot, la loi anticorruption protège les dénonciateurs d'actes de corruption. Exactement. Rassurés par les dispositifs de cette loi pour certains et poussés par leur instinct d'intégrité pour d'autres, de nombreux citoyens issus de toutes les couches sociales saisissent le crack avec des plaintes et dénonciations à l'instar de ce parent d'élève dont le souci a vite été résolu. À cette rentrée scolaire, ma maman est allée pour inscrire mes 2 petits dans une école primaire publique de Bobo. Elle est allée, on l'a fait comprendre que les frais d'inscription faisaient 15 000 francs par enfant. Et quand elle est allée pour payer, elle a payé les 30 000 et on lui a délivré des reçus à payer de 5 000. Donc quand je suis rentré le soir, j'ai pris les reçus. Donc je suis entré en contact avec elle pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle a payé 30 000 et ce sont des reçus de 10 000, on lui remet. Elle dit qu'effectivement, elle a cherché à comprendre et on a dit que c'est comme ça. Moi, sachant que c'est pas normal que ça soit comme ça, j'ai saisi le comité anticorruption de Haut-Bassin pour exposer le problème. Donc, ils ont récupéré les reçus et après des démarches, un matin, j'ai été contacté de passer du côté de l'école en question pour récupérer le reliquat de 20 000. Quand je suis allé, il n'y a pas eu de discours. Le directeur s'est excusé son personnel et il m'a remis mes 20 000 francs. Vous l'aurez compris, pour saisir le comité anticorruption de Haut-Bassin, ce plaignant s'est rendu dans son local situé au siège provincial du Houé du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MPDHP à Bobo-Dioulasso. Mais notez que d'autres canaux sont aussi à la disposition des citoyens pour porter les dénonciations auprès du crack Haut-Bassin. Les canaux de réception de nos plaintes sont essentiellement, principalement le téléphone. Vous voyez qu'il y a des zones très éloignées. Il y a également notre page Facebook, il y a WhatsApp également, il y a d'autres qui se déplacent au siège. Il y a également, lors des émissions interactives, d'autres appels, ils interviennent et après, veulent vous prendre hors antenne pour faire des dénonciations. Il y a la plateforme Venom également, donc on reçoit des plaintes. Différents canaux à travers lesquels des citoyens passent pour exposer des situations dont ils ont connaissance, à l'instar de ce dénonciateur qui ne regrette pas avoir franchi le pas. J'ai décidé de saisir le RENAC parce que j'ai remarqué à travers l'application que c'était une structure ou une institution qui défendait les causes ou bien qui luttait contre la corruption et aussi tout ce qui est illégal pour qu'ils puissent nous aider à ce qui est une suite pour ce qui a été fait de lotissement. J'ai joint d'abord, regardé la page RENAC là sur Facebook, j'ai tapé là-bas et j'ai vu les contacts qui étaient là. J'ai appelé, je suis tombé sur Ouaga. Et c'est Ouaga maintenant qui m'a donné le contact. D'ici là, au Bobo. Là, je les ai appelés au téléphone et par la suite, on s'est donné rendez-vous. Aujourd'hui, je peux dire que je suis satisfait de ce qui a été fait de ce dossier parce qu'un jugement est rendu et ceux qui se disaient blancs dans cette histoire, les personnes fautives ont été condamnées. Pour moi, je sors de là satisfait de cette procédure judiciaire. On s'est épaulé. Ils m'ont soutenu depuis jusqu'à la fin de ce processus. Et on continue toujours d'échanger par rapport à ce dossier. Notons qu'une fois une dénonciation faite auprès du crack, Blaise Kouraogo et son équipe s'évertuent à vérifier qu'elle entre dans leur champ d'action, notamment les faits de corruption, de malgouvernance, de détournement. Dès lors, une procédure est enclenchée. Si c'est dans notre champ d'action, on va chercher à mieux comprendre
les différents acteurs qui interviennent dans le problème, si avec lui, s'il a des éléments également de preuves, au cas contraire, il n'y a pas de problème. Nous, on va mener nos enquêtes pour s'assurer que effectivement, le problème qui a été dénoncé là, c'est vrai. Si c'est vrai, on va recueillir certains éléments, voilà, et maintenant voir est-ce que, en fonction de ce qu'on a eu, est-ce qu'il faut faire une saisie administrative ou engager une procédure judiciaire. Mais premièrement, généralement, on adresse une saisie administrative à l'autorité compétente. Maintenant, en fonction de la réaction de l'autorité, donc si l'autorité est sensible et réagit et assainit le problème posé et on voit que le service a été assaini et que tout fonctionne normalement, nous informons celui qui est venu dénoncer, voilà ce que nous avons fait, voilà les résultats. Il peut aller constater, voilà, il peut repartir voir est-ce que c'est comme ça. Donc s'il repart et il dit que non, actuellement tout va bien, bon, il n'y a pas de problème. On va également remercier l'autorité pour l'effort qu'il a fait, voilà, pour assainir le service, se débarrasser de ces mauvaises pratiques dans le service. Mais par expérience, précise-t-il, il arrive que la réaction de l'autorité soit mitigée, ce qui enclenche un autre niveau de procédure. En fonction des éléments qu'on a, on va s'asseoir encore pour voir est-ce que ici on peut trouver des infractions qui entrent dans le cadre de la corruption. Si on arrive à les identifier, voilà, donc on formule la plainte et on dépose au parquet. Mais à chaque fois qu'on dépose, après on demande une audience avec le parquet pour s'entretenir sur les dossiers qu'on a déposés. Notre plainte là, voilà, expliquer ce qui se passe dans le service ensemble, voilà, puisque souvent, en fonction de l'entretien, il peut décider soit de mener une enquête à parquet, voilà, directement, soit confié à la police ou à la gendarmerie, ou faire soit transmis au niveau de l'ASE-LC pour des investigations plus approfondies. À chaque fois qu'on a déposé une plainte, en tout cas, on se donne les moyens de rencontrer le procureur pour s'entretenir sur ces dossiers qu'on a déposés. Voilà, donc et maintenant, bon, une fois que le dossier est parti en justice, voilà, on attend. Si c'est à la police, quand ça arrive à la police ou à la gendarmerie, généralement, ils vont nous convoquer pour nous entendre avant de commencer leurs enquêtes. Quand ils vont boucler, ils nous appellent encore pour venir signer le PV. Et comme il faut s'y attendre, de nombreuses procédures ont abouti à des condamnations. Ce fut le cas dans une affaire de vente de place dans un établissement scolaire, un dossier dans lequel le point focal du comité anticorruption du dit établissement s'est retrouvé dans le box des accusés et fut même condamné. De la vente de place au lycée de Daboura. Daboura, c'est dans la province des Banwa. À la rentrée, il y avait une vente de place qui était organisée. Quand vous partez au lycée, vous sollicitez une place, on va vous dire de payer 40 000. Comme on n'a pas dit clairement aux parents que c'est vente de place. À la rentrée, les enfants viennent, on dit de payer scolarité. C'est dans ce cadre-là que les citoyens nous ont saisis, que finalement, eux ne comprennent rien. On a mené les investigations. On a vu effectivement que c'était une vente de places organisée par le proviseur et celui de la vie scolaire. Premièrement, on a adressé une saisie administrative au directeur provincial à Solinzo. Quand le directeur provincial les a convoqués, ils ont reconnu les faits et bien sûr, ils se sont entendus qu'ils vont rembourser l'argent qu'ils ont perçu. Ils se sont donné un délai pour rembourser l'argent aux élèves. Les élèves là, ils sont très dynamiques puisqu'on avait mis en place un club anticorruption au lycée de Daboura. Rapidement, ils ont dressé la liste des élèves qui ont été victimes avec les montants qui ont été perçus. Le délai est passé et ils n'ont pas payé. Nous sommes repartis voir le directeur provincial. Il les a rappelés encore. Donc, on a senti qu'ils ne voulaient pas payer. Avec les éléments qu'on a là, on va déposer une plainte en justice qui a abouti à un procès où, bien sûr, ils ont été condamnés. Il y a le responsable de la FCT dans le lycée. Il a pris 17 mois avec sursis. Il y a le proviseur et celui de la vie scolaire. Et puisque eux, ils ont reconnu les faits, et avant même de venir au procès là,
ils avaient remboursé les sous. Maintenant, celui de la FCT, lui-même nous a aidés, mais il nous a pas dit qu'il était impliqué. Et c'était lui notre point focal. Il n'a jamais dit. Or, pourtant, nous avons dit, est-ce que tu n'es pas impliqué dans l'affaire? Il a nié. En tout cas, ils ont tous remboursé et ils ont eu leur condamnation avec sursis. En tout cas, la rentrée qui a suivi là, les parents étaient très contents parce que les places ne se vendaient plus. Outre le secteur de l'éducation, celui de la santé connaît aussi de nombreuses dénonciations. L'une des situations les plus emblématiques est celle du centre médical de Toussiana. Au centre médical de Toussiana, nous avons reçu des plaintes des citoyens qui disent que quand tu vas au centre de santé avec, que ce soit un enfant ou un adulte, tu souffres de palu. Si il y a eu perfusion, si tu n'as rien payé, c'est 35 000 francs. Si c'est sans perfusion, c'est 25 000 francs. Et en plus, ils disent que quand eux, ils achètent les produits là-bas, on leur donne là. Quand tu vas chez les vendeurs des médicaments de la rue là, c'est les mêmes produits là. On a mené les investigations. Là-bas, les agents de santé n'ont pas collaboré. Et également, et c'est un centre médical, il n'y a pas de laboratoire. On a constaté que toutes les femmes enceintes, on leur donnait des bulletins d'examen de glycémie. Et c'est l'infirmier chef de poste là qui faisait les prélèvements et il partait chez lui, il faisait les examens là-bas, il venait avec les résultats. Il avait du matériel chez lui. Il a payé un appareil puisque lors du procès là, le tribunal a confisqué l'appareil là. Puisque lui, il n'est pas un technicien biomédical. On a mené les investigations, on a constaté qu'il y avait des surfacturations sur les produits vendus au dépôt. Également, il y avait des produits prohibés au niveau du dépôt. Il y avait les raquettes aussi, les agents de santé prenaient directement de l'argent avec les agents de santé. En dehors de tous ces produits qu'on va payer cher là, quand tu arrives, s'il y a assez de malades, pour qu'on puisse te prendre là, on va dire ceux qui sont pressés, il faut donner 2 000 ou bien 3 000 francs. Maintenant, ceux qui n'en ont pas, c'est ceux qui ont l'argent qui vont aller s'aligner, payer et puis être pris en charge rapidement. Une fois au parfum de tous ces faits, lui et son équipe entament des procédures pour espérer stopper toutes ces mauvaises pratiques et aussi amener les auteurs à répondre. Quand on a eu les éléments, on a fait une saisine administrative adressée au médecin-chef des districts qui a réagi. Ils se sont déplacés, ils ont envoyé une équipe d'inspection sur le terrain. Quand ils sont revenus, il a dit que nous-mêmes, ce qu'on a dit là, c'est peu. Ce qu'ils sont allés voir là, et Dieu seul sait. Il y a des trucs que ils n'osent pas nous dire. Et ils ont décidé de licencier les 2 gérants du dépôt. C'est la mesure que le médecin-chef du district a pris. Effectivement, ils ont été, en tout cas, démis de leurs fonctions. Voilà, et la commune a lancé le recrutement de nouveaux gestionnaires. Mais nous, on est répartis le voir. Et maintenant, les agents publics là. Puis je sais que la surfacturation là, les gérants là peuvent pas eux seuls décider augmenter les prix des médicaments là. Même les médicaments prohibés là. On a eu l'information que c'est l'infirmier chef de poste qui envoyait les cartons de médicaments prohibés. Il dit que ce que eux pouvaient faire là, c'est ce que eux ils ont fait comme ça. On a dit bon, comme c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà donc ce qui nous a amené à formuler une plainte et déposer au niveau du TGI. Les enquêtes ont été menées. On dit que il y a un des gérants qui a vraiment collaboré, puisque lui-même, à chaque fois que l'ICP venait avec les cartons là, il filmait tout avec tous ces éléments là. Et il y a eu procès. Bon, faut dire que tous les agents publics, y compris les laborantins là, ont été tous condamnés. Voilà. Les laborantins entre griffes alors. Voilà, bon, j'ai dit les laborantins entre griffes qui est en même temps l'ICP et les gérants des dépôts. Je pense que ceux qui avaient eu moins de peine, c'est 2 ans ferme. En retour que les citoyens, voilà, les associations qui sont là-bas, sont venus nous remercier pour le travail qui a été abattu parce que le centre de santé fonctionne normalement. Un autre secteur à propos duquel le crack au bassin reçoit régulièrement des plaintes et dénonciations est celui du foncier, dont la gestion semble vraisemblablement compatible avec des malversations et irrégularités.
occupation illégale des sites par des opérateurs immobiliers, morcellement des espaces verts et des réserves administratives en parcelles à usage d'habitation ou commercial, double attribution de parcelles, attribution faite en guise de récompense à des amis politiques ou sur la base d'intérêts partisans, attribution de parcelles aux autorités administratives et aux membres de commissions d'attribution. Ce sont entre autres des pratiques qui restent très récurrentes et ont tendance à être vues comme normales. Des dénonciations y afférentes ont engendré de nombreuses poursuites judiciaires qui ont abouti à des condamnations. Le cas le plus récent est celui de la commune de Wolokonto dans la Léraba. Au niveau de Wolokonto, dans les cascades, le conseil municipal a demandé et obtenu une autorisation de lotir. À l'issue du lotissement, bien sûr, il y a eu beaucoup de problèmes. Les citoyens nous ont saisis sur la situation. Donc, ils doutent que le lotissement là n'a pas été transparent puisqu'ils n'ont pas affiché de liste. On appelle les gens, dit que toi tu es attributaire, on donne des numéros. Si tu n'as pas eu de numéros, c'est que tu n'es pas attributaire. Mais par contre, il y avait des gens dans le village qui avaient des dizaines de numéros. Par contre, il y en a qui n'ont pas de numéro. Quand nous avons eu l'information, nous nous sommes déplacés pour mener les investigations. On a rassemblé les différents documents. On est venu, on a analysé, on a dit, bon, ça là, saisine administrative ne peut pas arranger l'affaire, puisque si on devait saisir quelqu'un, c'est le haut commissaire, mais on constate que sur le PV lui-même, il est attributaire de parcelles. Nous avons décidé de déposer la plainte là pour l'écofil de Bobo. Le dossier est parti à la brigade territoriale de Bafora qui était chargée de gérer le dossier. Alors quand c'est bouclé, c'est venu au niveau du TGI, mais on dit que avec ce qui se trouve dans le PV, ce qui est venu là, ça là, c'est compliqué. Donc le procureur a décidé de faire un soit transmis à la SELC. Donc il est venu faire les investigations. Il est ressorti que le CBA lui-même, il est impliqué et au cours des investigations de la SELU, il a été déposé. Voilà. Le chef de brigade voilà, de Banfora. De Banfora, de la brigade territoriale de gendarmerie là. Il y a eu un aussi qui était à la retraite au moment des investigations là, mais il était à la transmission. Lui aussi, il a pris de l'argent et puis pour donner l'information. Bon, il a vendu l'information. Voilà, donc ça a abouti à un procès. Le verdict est tombé. Les gens ont été condamnés, donc avec des amendes fermes. Il y a d'autres qui ont eu 5 ans avec 2 mois fermes. D'autres, les gars de services techniques là, d'autres ont eu des prisons avec sursis. Nous avons interjecté appel, donc on attend. Cet activisme du comité anticorruption des Hauts-Bassins lui en vaut la confiance des citoyens. Partout où le crack a intervenu, qu'il y ait eu procès ou pas, plaignants et dénonciateurs sortent satisfaits, apprend-on. Cette confiance va jusqu'au service public à l'instar de l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso avec qui une collaboration est établie dans le cadre de la gestion de certaines affaires de la dite collectivité territoriale. Le président de la délégation spéciale du dit arrondissement, Fousseini Traoré, témoigne. On voit déjà les interpellations, les contributions qu'ils font en tout cas pour assainir les ressources financières, les gestions en tout cas des biens publics de façon générale. Donc nous on s'est dit il n'y avait pas en tout cas meilleur collaborateur que le RENLAC. Nous collaborons dans le but de pouvoir rendre en tout cas notre gestion saine afin de lutter contre la corruption au sein de l'ensemble des services municipaux de la commune de Bobo-Dioulasso, notamment à notre niveau, nous lancement numéro 3 ici. L'objectif c'est d'amener chaque agent, chaque acteur à promouvoir la bonne gestion. Donc c'est une manière de pouvoir sensibiliser nos collaborateurs et l'ensemble des agents et en même temps les personnels. Parce que quand on dit corrupteur, il y a corrompu également. Donc il faut travailler de sorte que les deux acteurs en tout cas puissent être sensibilisés. Nous avons mis en contribution énormément le RENLAC tout dernièrement dans le cadre de l'activation des parcelles de la zone sur nature. Leur contribution a été d'un grand apport pour nous parce que c'est un dossier. On s'est dit il faut travailler de telle sorte que toutes les personnes recensées de la zone sur nature soient attributaires. L'ensemble des résidents qui en tout cas répond aux critères puissent être attributaires. Donc étant donné que le crack au bassin est une structure aussi de veille qui en tout cas travaille vraiment à lutter contre la corruption. Donc nous avons demandé
demandé en trois collaboration afin qu'ils viennent nous appuyer. En tant qu'observateurs, nous avons fait les attributions et Renlac a publié sur sa page en demandant en trois toute volonté, toute personne qui a des dénonciations, des réclamations. Donc, à l'issue de ça, ils ont reçu en tout cas des plaintes, des réclamations auxquelles ils ont reversé au sein de la commission. Et ça nous a permis vraiment, je dirais, d'améliorer le travail encore davantage. Voilà, donc, quand on a fait ce travail, c'est à vous que la population a beaucoup apprécié. Beaucoup disent, c'est l'une des premières fois on voit une telle attribution parce que elle est censée l'ensemble des résidents et que tous les résidents ont été attributés. Au sein de la police municipale, on a créé aussi un comité anti-corruption. Quand il prend les résultats d'enquête, ils sont beaucoup soutenus des fois. Voilà, donc pour un peu changer la donne, voilà, la commune Bourg-la-Soeur, ce comité aussi a été mis en place pour lutter contre la corruption. De l'excellente collaboration avec des services publics à la confiance avérée des citoyens en passant par les poursuites judiciaires suivies des condamnations des auteurs d'actes de corruption, tous ces résultats ne s'engrangent pas dans la pleine quiétude ou sans difficulté pour les membres de l'équipe du CRAC au bassin, à en croire son animateur régional Hassan Kindo. Il y a assez de cas où vous faites les investigations, où vous sentez en insécurité, même si on ne vous dit pas, vous savez que telle ou telle personne ne sont capables de faire ceci et cela. Vous ne pouvez pas, par votre action, par votre initiative, on condamne quelqu'un, on brise sa carrière ou bien on retire tous ses biens et vous pensez que vous pouvez être en parfaite sécurité avec la personne jusqu'à votre dernier jour ou son dernier jour. Ça, c'est un combat de tous les jours. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que les citoyens ont confiance au réseau et que la plupart des chefs de service veulent se départir de certaines pratiques anormales. Ce qui fait que quand on est agent du Renlac, on se sent plus, on se dit qu'avec ce qu'on a comme autorité, il y a certaines choses que des individus ne peuvent pas s'enlever. Mais c'est impossible parce que nous, notre porte a été cambriolée. Le président, oui, ses plaques ont été brisées. Un jour, on a quitté dans une activité que le Renlac nous avait confiée. L'heure a été déplacée, c'était devenu la nuit. On est sorti trouver notre moto a été éventrée. Tout ça, vous savez, mais c'est pas ça. Le plus important, c'est qu'il y a un choix qu'on a fait, qui est effectivement la lutte contre la corruption. Et les conséquences, ils vont avec. J'ai toujours dit à tous ceux-là qui, chaque fois, se soucient de la sécurité, de notre sécurité, de ma sécurité personnelle, en tant que personne chargée des investigations au niveau du CRAC, que, en fait, il est mieux que l'idéal que l'être humain doit travailler à avoir, c'est de mourir pour l'idéal pour lequel il se bat. C'est la mort qui honore plus. Et la mort, dans tous les cas, que ce soit par maladie ou par l'idéal pour lequel vous battez, tous mènent à la mort. Et c'est le plus important. Et c'est au nom de cet idéal pour lequel il se bat qu'il se soucie encore plus de comment arriver à satisfaire tous ces citoyens qui continuent de taper à la porte du comité anticorruption. Il y a des centaines de citoyens qui nous saisissent. Vous ne pouvez même pas satisfaire la demande aujourd'hui au regard des moyens que nous avons. Le défi, comment satisfaire l'ensemble des citoyens qui ont fait confiance au réseau et qui viennent le saisir pour des problèmes qu'ils vivent en fait, et là de façon confidentielle. Quand quelqu'un, il laisse toute sa progéniture, ses personnes proches, et qui décide de vous saisir, en fait, ça fait mal que à l'issue de cette saisine-là, vous n'arrivez pas à les satisfaire. Et c'est le plus grand défi. Il y a des citoyens aujourd'hui, quand on se rencontre, vraiment vous avez la peine de les voir. En fait, parce que vous sentez que tout ce qu'il vous a expliqué, jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à les satisfaire. C'est le plus grand défi aujourd'hui. Nous avons plus de 100 dossiers, en fait, qui sont en instance. Et pour que l'équipe du CRAC au bassin soit encore plus performante, son environnement de travail a besoin d'être aussi amélioré. Foi de son président, Blaise Kouraougou. Menace directe. À l'interne, bien sûr, d'abord, le premier, et pour faciliter le travail, premièrement, d'abord, je pense qu'il y a la question des moyens de déplacement d'une moto pour pouvoir se déplacer sur de grandes distances. Il y a des zones du pays où les voies là même, c'est compliqué. Avec les motos, 2 jours, c'est amorti. Je pense qu'on a demandé ça. Également, notre ordinateur portable, c'est un ordinateur d'emprunt
que le siège nous a prêté. Nous a même foutu. Les moyens financiers également puisque vous voyez, on reçoit suffisamment de plaintes pour mener des investigations. Côté personnel, ça c'est compliqué puisque au niveau du le bureau, c'est 3 personnes, là plus l'animateur, 4 personnes. Maintenant, on a l'appui des personnes et ressources, des organisations membres et des points focaux qui nous appuient. Voilà, et c'est avec ça, on arrive à atteindre tous ces résultats. Malgré tout le travail mené par le comité anticorruption, voire le RENLAC en général, les structures étatiques, les médias, les activistes, Blaise Kourago reconnaît que le phénomène de la corruption persiste et les défis restent immenses. Et pour les relever, seule la volonté politique est en mesure de freiner le phénomène, soutient-il. Je pense que s'il y a la volonté politique, sommet de l'État là, il y a cet engagement réel de lutter contre la corruption, c'est à partir de là qu'on pourra vaincre la corruption. Sinon, s'il n'y a pas cette volonté politique et administrative même de lutter contre la corruption là, ça sera difficile puisque nous, en tant qu'organisation, la société civile, nous contribuons aux côtés de l'État. Nous apportons notre contribution à lutter contre la corruption. C'est l'État qui doit être devant le cheval ouvrier de la lutte contre la corruption. Puisque les pays où on voit que la lutte de la corruption, là, tu poses un acte de corruption, c'est que tu as commis un crime. Là. Quand tu arrives là-bas, tu vois que c'est la volonté politique au sommet de l'État, là, l'exemplarité, puisque la gouvernance se fait par l'exemplarité. Tant qu'on va pas arriver à cela, là, ça ne sera pas facile. Sinon, on dépense assez d'argent, d'énergie, voilà, du temps, voilà. Mais bon, souvent quand tu vois les rapports, ça fait comme si tout ce que tu as déployé comme effort, c'est multiplié par 0. Mais ce qui nous encourage, c'est les encouragements et les satisfactions des populations qui nous encouragent à aller de l'avant. En clair, lui et son équipe estiment avoir joué et jouent toujours leur partition dans la lutte anticorruption. Et aux autres également de jouer la leur. Ce reportage vous a été proposé par Dasmane Niangane. Montage et mixage, Tiona Sanogo.